Vous êtes coordinateur de la France Insoumise et député réélu des Bouches-du-Rhône. Tout d'abord, avant d'aborder, il y a de nombreuses questions dans l'actualité, permettez-moi de revenir sur les propos tenus par Thomas Portes lors d'un rassemblement à Paris en soutien au peuple palestinien. La délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris, je le cite. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus au JO. Il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Êtes-vous à l'aise avec ces propos ? D'abord, je veux vous dire que c'est une position que nous avons déjà défendue, qui consiste à dire que face aux violations du droit international, qui sont reconnues d'ailleurs par les instances internationales de l'État d'Israël depuis maintenant plusieurs années, il est légitime de considérer que le comité international olympique pourrait prendre à l'égard de la délégation israélienne les mêmes décisions qu'elle a prises à l'égard de la délégation russe, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire que les athlètes ne peuvent pas participer, mais qu'ils pourraient participer sous bannière neutre. Ce n'est pas leur mettre une cible dans le dos, c'est un terme qui a été repris par plusieurs de vos opposants. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, Gérald Darmanin, qui a d'ailleurs expliqué hier que la délégation israélienne serait protégée 24 heures sur 24. Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est normal que l'ensemble des délégations qui vont participer aux Jeux Olympiques soient protégées. Il n'y a pas de sujet sur cette question. Mais je trouve que la campagne de haine, excusez-moi, qui s'abat sur Thomas Portes depuis qu'il a tenu ses propos, est tout simplement inacceptable et insupportable. On a le droit en France de considérer que oui, un événement comme celui des Jeux Olympiques permet de utiliser en quelque sorte un moyen de pression diplomatique à l'égard d'un gouvernement qui mène, il me semble quand même important de le rappeler, à l'égard de la population palestinienne, des actions qui sont des actions inacceptables et encore une fois qui ont été pointées du doigt par les instances internationales. Je vous rappelle qu'on parle de 40 000 morts directs, qu'on estime à... Chiffre du Hamas? Non, pas chiffre du Hamas. Ministère de la Santé du Hamas. Non, mais non, monsieur. Enfin, excusez-moi, ces chiffres sont aujourd'hui les chiffres qui sont considérés comme étant les seuls chiffres raisonnables. Bien évidemment. Et c'est les chiffres qui sont repris, y compris par la Maison Blanche. Donc, on peut dire que c'est les chiffres de la Maison Blanche, si vous voulez. Il y a eu un article. Moi, je vais toujours aux sources. Il y a eu un article dans la revue Le Lancet qui est sorti la semaine dernière, qui estime à 160 000 personnes le nombre de victimes civiles directes. Je ne suis pas du tout en train de minimiser les victimes. Précisément, je ne vous fais aucun reproche à vous personnellement. Je vous dis juste que j'aimerais bien qu'en France, on arrête, si vous voulez, d'essayer de sauter sur la moindre polémique pour rappeler ce qui se passe précisément là-bas. Pas du tout, on commente des propos qui ont été tenus lors d'un rassemblement ce week-end. Et oui, c'est notre devoir. Et oui, c'est notre devoir d'humanité, en vérité, de dire que ce qui se passe là-bas est inacceptable. Vous savez qu'on a retrouvé des traces de polio dans les eaux à Gaza, qu'on est dans une situation sanitaire qui est tout simplement insupportable. Et donc dire que les événements internationaux sont aussi des événements qui doivent permettre d'utiliser des moyens d'action diplomatique, oui, ça me paraît une position qui est une position tout à fait compréhensible. Je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures qui est insupportable. Quand Madame Hidalgo disait que les athlètes russes n'étaient pas les bienvenus à Paris, elle voulait dire par là même que la délégation russe, les athlètes allaient concourir sur bannière neutre. Personne n'a trouvé que ces propos étaient tout à fait insupportables. Vous êtes contre le deux poids deux mesures. À ce moment-là, il y a une délégation, par exemple, palestinienne. Est-ce qu'il faudrait qu'ils concourent sous bannière neutre? Mais pour quelle raison? En quoi la délégation palestinienne viole le droit international? Je ne parle pas de ça, mais par exemple par rapport à ce qu'ils ont fait au 7 octobre, je ne parle pas du peuple palestinien, mais je parle bien évidemment de ces attaques terroristes qui ont été commises à l'égard du peuple israélien. Vous mélangez tout. L'autorité palestinienne n'a pas de responsabilité dans les actions inacceptables qui ont été commises le 7 octobre. L'autorité palestinienne n'en a aucun. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? L'autorité palestinienne n'en a pas. Bon, là, il ne s'agit donc pas de ça. Il s'agit de dire si, oui ou non, le gouvernement israélien viole le droit international. Et la réponse est oui. Votre position. Non, ce n'est pas ma position. Il y a encore une décision qui a été prise par la Cour internationale de justice. Vous parlez de deux points de mesure, donc c'était pour cela que je vous posais cette question-là. Non, il n'y a pas de deux poids deux mesures. En l'occurrence, vous comparez l'action de l'autorité palestinienne et l'action de l'autorité israélienne. L'une de ces deux autorités, en l'occurrence le gouvernement israélien, a été jugée coupable de violation du droit international. Et qui est contestée aussi par une partie de la population israélienne. Non mais d'accord, mais il y a des autorités internationales, monsieur. La Cour internationale de justice, qui est l'organe suprême rattaché à l'ONU, vous contestez sa légitimité à prendre des décisions. Bon, à partir de ce moment-là, à partir du moment où cette Cour internationale de justice prend une décision et accepte et entérine l'idée que l'État Je ne suis pas sûr sur ce deux poids deux mesures qu'on pourra être
d'accord sur ce point, mais pourquoi pas? Non, mais c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas. Dites-moi quel est le jugement d'une autorité internationale qui considère que l'autorité palestinienne... Je ne remets pas du tout en cause ce jugement. J'essaye juste de comprendre votre logique vis-à-vis des athlètes israéliens par rapport aux autres athlètes ou aux autres délégations. Ma logique, monsieur, elle est très très simple. À partir du moment où un État est considéré comme violant le droit international, il est légitime de considérer que les événements internationaux doivent être des moyens d'action diplomatique pour y mettre un terme. J'y vois juste un deux poids deux mesures parfois sur les propos que vous pouvez tenir à l'égard de l'autorité israélienne vis-à-vis, par exemple, de ce qui s'est passé effectivement le 7 octobre. Alors on ne va pas revenir sur ces actes que vous ne qualifiez pas d'actes terroristes. Mais ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Mais enfin, si vous voulez répéter des contre-vérités, faites-le. Non, je ne répète pas de contre-vérités. Je tente de vous interroger. J'ai qualifié ces actes d'actes terroristes, donc ne dites pas quelque chose qui est inexact, s'il vous plaît. Pour le reste, l'autorité palestinienne n'a pas été jugé violant le droit international, comme c'est le cas aujourd'hui du gouvernement israélien. Donc il n'y a aucun deux poids deux mesures dans mes propos. Et s'il y a bien un deux poids deux mesures, vous devez donc m'expliquer la raison pour laquelle on considère que face aux violations du droit international de la Russie, les athlètes russes doivent concourir sous bannière neutre aujourd'hui, et pourquoi on considère scandaleux de demander la même chose pour les athlètes israéliens. Là, il y a un deux poids deux mesures qui est effectivement incompréhensible et inacceptable. Je crois que nous avons entendu votre position sur CNews et Europe 1. Énormément de sujets, comme je le disais. La facture, par exemple, des concessions. On reste sur ce thème qu'est l'olympisme. Pour éviter des grèves pendant les Jeux Olympiques, devrait dépasser les 500 millions d'euros. Est-ce qu'on n'achète pas la paix sociale aujourd'hui dans notre pays ? Je ne sais pas ce que vous appelez la facture des concessions. S'il s'agit de dire que les travailleuses et les travailleurs qui vont être mobilisés pendant tout l'été ont le droit d'avoir accès à des primes, vous pouvez appeler ça une concession. Moi, je pense juste que c'est... Qu'il y ait des primes, oui. Qu'on fasse pression sur certaines organisations pour essayer d'obtenir de l'argent, tout simplement en menaçant la tenue des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une méthode viable ou non, selon vous? Non, mais attendez, monsieur, à partir du moment où il y a des travailleurs qui vont être mobilisés pendant tout l'été pour travailler, il est légitime. Sur la menace, par exemple, qui a été opérée vis-à-vis de la cérémonie d'ouverture ou autre par certaines Ce ne sont pas des menaces, monsieur, ça s'appelle du rapport de force. Et à partir du moment où le gouvernement ne voulait pas accorder à ces travailleuses ou à ces travailleurs les droits sociaux auxquels ils avaient le droit, il est normal que ceux-ci se mobilisent pour faire en sorte de faire valoir leurs droits, tout simplement. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à dire qu'une personne qui va être mobilisée pendant tout l'été, oui, a le droit à faire en sorte que sa mobilisation soit reconnue par le gouvernement. Ça me paraît assez légitime. Suite au vote des ministres démissionnaires, vous avez déposé un recours au Conseil constitutionnel. Pourquoi et que contient précisément ce recours? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un article de la Constitution qui rappelle la séparation des pouvoirs et dit qu'on ne peut pas être à la fois ministre d'un gouvernement et député. Il y a eu des précédents, vous le savez? Oui, je le sais, mais ça produit des situations qui sont des situations ubuesques. Excusez-moi de vous le dire. Par exemple, nous, les députés, on a le droit de poser des questions écrites au ministre. Vous savez ça? Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. Darmanin a le droit de se poser une question écrite à lui-même. Enfin, tout le monde comprend qu'on est dans une situation qui est une situation complètement inacceptable. Or, il se trouve que le vote sur l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale s'est joué à, je crois que de mémoire, 12, 13 ou 14 voix. Bon, et il y avait 17 ministres qui ont participé au vote. Donc il est légitime de notre part de dire qu'il y a quand même quelque chose qui nous choque et d'utiliser les voies de recours qui sont les nôtres, c'est-à-dire ici en l'occurrence une saisine du Conseil constitutionnel. Est-ce que le fait que les élus du Rassemblement national n'aient aucun poste stratégique, est-ce que cela vous choque? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez... Vous dites aux électeurs du Rassemblement national, vous votez mal? Non. Je leur dis, ils votent bien ce qu'ils veulent, c'est pas le sujet. Personne n'empêche leurs députés. Non, c'est pas le sujet. Personne n'empêche leurs députés. Non, mais attendez, personne n'empêche leurs députés de les représenter à l'Assemblée nationale. Personne n'empêche leurs députés. Un tout petit peu tout de même. Ils n'ont pas le droit à des postes stratégiques importants à l'Assemblée nationale. Mais attendez, mais je crois que on peut relire la composition du bureau s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Vous êtes un démocrate ou pas? Je suis un démocrate et j'aurais fait d'ailleurs exactement la même chose si l'ensemble des postes stratégiques n'avaient pas été considérés pour la France insoumise qui représente néanmoins un point important à l'Assemblée nationale. Si vous êtes un démocrate, vous acceptez le résultat du vote. Or, vous ne l'acceptez pas, non? Non, c'est vous qui ne l'acceptez pas parce qu'il se trouve que les élections au bureau de l'Assemblée nationale sont une élection des députés qui élisent
des députés parmi eux pour exercer. Il y a un règlement qui a été modifié en 2017 avec un système par points. Non, monsieur. Ils auraient dû avoir 8 points, mais c'est pas grave. Non, monsieur, si. Mais non, ce que vous dites est faux. Il y a la possibilité d'avoir... Vous pouvez relire le règlement de l'Assemblée nationale. Je le connais très bien, le règlement de l'Assemblée nationale, mais il y a des élections pour élire la présidence de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Pour ma part, et la délégation et le groupe de la France Insoumise, nous avons voté pour les candidats que nous avons proposés, nous les Insoumis. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qu'il aurait fallu que je vote pour les candidats du Rassemblement national? Qu'il y ait une répartition, peut-être pour le... Non, répondez à ma question. Il aurait fallu que je vote pour les candidats du Rassemblement national? Oui, potentiellement, oui. Pour qu'il y ait une représentation du Rassemblement national, comme il faudrait qu'il y ait une représentation de la France Insoumise, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Simplement parce que je ne conteste pas le vote des citoyens. Mais moi non plus, je ne conteste pas le vote des citoyens. Les députés du Rassemblement national, comme l'ensemble des députés, vont siéger à l'Assemblée nationale. Ils voteront pour, contre des propositions. Vous ne voulez pas répondre à la question. C'est pas le sujet. Mais c'est pas que je ne veux pas répondre à la question. Je vous ai répondu très clairement. Non seulement je ne suis pas choqué, mais en plus je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte que un parti qui n'est pas un parti comme les autres, oui, je considère que, en tout cas, je ne l'aiderai pas à avoir des fonctions à responsabilité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et pour le reste, je veux vous dire, le fait que le camp macroniste qui, malgré ses combinaisons pour essayer de constituer un accord avec les Républicains, ait été mis en minorité dans le bureau de l'Assemblée nationale, ça aussi, je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. Parce qu'il me semble que quand il y a des élections législatives, la première chose à faire, c'est d'accepter le résultat des élections et de ne pas essayer de contourner le résultat de l'élection par des combinaisons politiciennes comme celles auxquelles on a assisté en fin de semaine dernière entre le camp macroniste et les Républicains. Sur le nouveau Front populaire, est-ce que vous avez un nom pour Matignon? Non. Nous avons, la semaine dernière, décidé de concentrer... Vous êtes gêné? Non, je suis pas gêné. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui vous permet de... Non, de sourire, peut-être. Non. C'est quand on sourit, vous savez, c'est pas forcément parce qu'on est gêné, mais ça, je sais pas, ça a l'air d'être votre interprétation, mais j'étais en train de vous dire, nous avons fait le choix de nous concentrer la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur les élections dont on vient de parler, c'est-à-dire celle de la présidence de l'Assemblée nationale et les présidences de commission, etc. C'était notre première étape, notre priorité. Le président de la République avait dit « j'attends de voir la configuration de l'Assemblée nationale pour la suite ». Or, ce qui ressort de cette configuration de l'Assemblée nationale, c'est que le nouveau Front populaire est majoritaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, donc faut nommer quelqu'un à Matignon issu du nouveau Front populaire. Bien évidemment. À ce moment-là. Non, mais d'abord, il faut prendre les choses étape par étape. La première étape, c'est dire que le président de la République doit se tourner vers le nouveau Front populaire pour nous demander de constituer un gouvernement. D'accord. Aujourd'hui, Emmanuel Macron vous appelle. Vous lui dites quoi? Je lui dis que nous allons lui proposer un candidat Premier ministre. D'abord, j'attends qu'il m'appelle, si vous voulez bien, parce qu'il faut pas inverser. C'est un petit peu facile, peut-être, non? Non, c'est pas facile en fait. C'est la base de la démocratie de considérer que la formation politique, en l'occurrence la coalition, mais si vous appelle, vous n'avez pas de nom pour l'instant à lui procurer. Est-ce que vous êtes prêt à faire un... Il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, vous lui donnez un nom? Bien évidemment. Qui? Bien évidemment. Mais je vous le dirai quand non, mais peut-être que ça ne me regarde pas, mais ça regarde les électeurs, vos électeurs qui nous regardent et qui nous écoutent sur Europe 1. Franchement, il faut prendre les choses étape par étape. Je vous entends, je comprends. Bon, donc prendre les choses étape par étape, c'est de dire que la responsabilité, elle appartient aujourd'hui au président de la République de se tourner vers le nouveau Front populaire pour lui demander de constituer un gouvernement. S'il le fait, nous terminerons nos discussions et lorsque nous aurons terminé nos discussions, nous lui proposerons effectivement un candidat ou une candidate à la fonction de Premier ministre. Est-ce que vous êtes prêt à soumettre ce nom potentiellement au vote au sein de votre groupe? De mon groupe? Non, mais dans mon nouveau Front populaire. Au sein du groupe. Non, mais ça, j'ai entendu que cette proposition avait été faite, mais moi, je souhaite qu'on continue à travailler sur la base de ce qu'on a fait pour l'instant, c'est-à-dire de chercher un consensus entre les différentes formations politiques. Or, si on faisait un vote aujourd'hui, il est possible qu'on ne permette pas que ce consensus puisse voir le jour et donc que cette coalition du nouveau Front populaire se sépare ou se divise. Et je pense que ce serait une erreur. Et je pense d'ailleurs que c'est le souhait et la volonté. J'ai entendu le ministre Darmanin le dire encore hier soir à la télévision. Qui appelle les socialistes d'ailleurs. J'ai vu. À leur rejoindre. C'est pour ça que je pense que ce serait une erreur de s'engager sur cette voie. Moi, je souhaite qu'on trouve une solution par le consensus. Il y a des discussions. C'est pas absurde d'avoir besoin de plusieurs jours pour déterminer quelle doit être la composition d'un gouvernement du nouveau. Donc pas de vote, on vous a entendu. Je comprends qu'il y ait de l'impatience, mais il faut laisser le temps au temps. Peut-être du désarroi. Et je souhaite que le nouveau Front populaire soit en capacité de s'accorder sur un nom et sur la composition d'un gouvernement avec une seule condition, faire en sorte que le programme du nouveau Front populaire puisse être mis en œuvre. Gérald Darmanin, justement, vous en parliez à l'instant, dit l'augmentation du SMIC défendue par la gauche n'est pas un mauvais débat et nous aurions tort de l'écarter d'un revers de la main. Que lui répondez-vous? Rejoignez-nous? Non, je lui réponds qu'il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Abrutis? Oui.
Vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, démissionnaire. Je lui dis qu'il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Je ne suis pas en train de l'insulter lui. Quand M. Darmanin et sa majorité a, depuis maintenant 7 ans, voté contre toutes les propositions, toutes, que nous avons faites pour l'augmentation du SMIC, pour l'indexation des salaires sur l'inflation, pour l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, quand il a voté contre l'ensemble de ces propositions depuis 7 ans, je vois bien la petite manœuvre politicienne qui vient maintenant pour dire non, mais je ne suis pas fermé à cette hypothèse, mais je ne le crois pas. Et je pense que cette idée que finalement, au lendemain des élections, une fois qu'on a défendu un programme, il faudra en défendre un autre, je pense que c'est une idée qui fait beaucoup de mal à la démocratie. Vous voyez ? Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2027 ? Dernière question. C'est à lui qu'il faut poser la question. J'ai lu une interview dans la presse italienne, je crois. J'ai lu la même interview, c'est pour ça que je vous pose la question. Je crois qu'il y a une phrase très claire dans laquelle il dit « Je n'ai pas dit que j'étais candidat ». Oui, mais il dit aussi qu'il se préparait à un duel avec Marine Le Pen. Je pense qu'il faut se préparer effectivement au fait que la bataille, le duel de la prochaine présidentielle sera entre l'extrême droite... Donc candidat ou pas candidat ? Non mais attendez, laissez-moi terminer juste une phrase si c'est possible. Allez-y. Entre l'extrême droite et ce que représente aujourd'hui la gauche de rupture autour du programme notamment que nous avons défendu dans ces élections législatives. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Ensuite, la question de savoir qui est la personne qui portera ce programme lors de la prochaine présidentielle, je pense que c'est un peu prématuré pour la poser. Et en l'occurrence, je ne crois pas que c'est ce que Jean-Luc Mélenchon ait dit dimanche. Par contre, oui, il a dit qu'à la fin, ça se terminerait entre l'extrême droite et nous. Et c'est une analyse que je partage. Merci beaucoup, Manuel Bompard, coordinateur.